faite est composée par une mosaïque florale très réussie. C'est une femme faite de fleurs, d'où l'ambiguïté de son identité, car en général, c'est Flore qui fait naître et pousser les fleurs et non l'inverse. Arcimboldo joue sur le double entendre de son nom et construit une magnifique métonymie. Il faut s'approcher des yeux pour constater qu'ils sont faits par une juxtaposition de minuscules pétales blancs dans des orbites de boutons roses et que le cou et le visage pâle sont bâtis de corolles blanches. Comme Vertumne, Flora est une œuvre de maturité, réalisée à la fin de la carrière d'Arcimboldo alors qu'il est rentré à Milan et ne travaille plus à la cour des Habsbourg. C'est le dernier chef-d'œuvre qu'il envoie à l'empereur. Vertumne, portrait de Rodolphe II. Presque 30 ans après avoir réalisé les premières têtes allégoriques composées, Arcimboldo, en 1590, peint le tableau de Vertumne, un portrait allégorique de l'empereur Rodolphe II de Habsbourg. Rodolphe est le fils aîné de Maximilien. À la mort de son père, en 1576, il assure sa succession en Autriche, en Bohême et en Hongrie. Son esprit, encore plus que celui de son père, est tourné vers l'art, le mysticisme et la magie. Sans aucune vraie ambition de nature politique, Rodolphe fait transférer la cour de Vienne à Prague, où il séjourne sans interruption de 1578 à 1581. Sous son règne, la ville devient l'un des principaux centres du maniérisme international, car l'empereur rassemble autour de lui les artistes maniéristes les plus connus. Bartholomäus Spranger, Martino Rota, Hans van Aken, Joseph Heinz et bien sûr Arcimboldo sont tous des artistes marqués par une propension vers le bizarre et un questionnement sur l'influence de forces occultes sur la destinée de l'homme qu'ils traduisent dans des œuvres au sujet complexe. Le tableau de Vertumne en est un exemple. Grâce à un poème de Comanini sur ce tableau, on peut comprendre que l'association entre le dieu étrusque et l'empereur est une image allégorique de l'apothéose du règne de Rodolphe II. Le buste du personnage est entièrement constitué de fleurs, fruits et légumes, tous en pleine floraison ou en pleine maturité, comme s'il y avait une seule et unique saison. L'image de Vertumne évoque ainsi l'idée d'un âge d'or, où la nature et les éléments offrent volontairement leurs produits aux hommes. Il s'agit d'un printemps éternel, d'un retour à l'âge d'or conduit par Rodolphe, un leitmotiv de la propagande impériale, qui depuis Maximilien II revendiquait la domination éternelle de la maison de Habsbourg sur toutes les saisons et tous les éléments. La question de la ressemblance entre Vertumne et Rodolphe n'a pas beaucoup intéressé les gens de l'époque. Elle n'est pas très importante étant donné que le portrait est une allégorie. En revanche, ce célèbre tableau a toujours été regardé comme un témoignage de la complicité intellectuelle entre l'empereur et son peintre de cour. La figure rit en montrant les dents. Attention, ce n'est pas elle qui est comique, mais plutôt ce qu'elle-même regarde. Évidemment, la transformation du visage humain en un assemblage de produits de marchands de fruits ne va pas sans une touche d'humour. Mais à la Renaissance, une œuvre pouvait très bien être à la fois amusante et posséder un contenu profond. Dans ce cas, on parle de serio ludere, c'est-à-dire un amusement sérieux où derrière l'aspect immédiatement ludique se cachent plusieurs niveaux d'interprétation. Vertumne représente aussi un chef-d'œuvre du point de vue technique. Aucun effet de clair-obscur n'intervient sur les objets qui modèlent le visage, et l'éclairage uniforme permet de contempler avec la même précision chacun des innombrables éléments. Ainsi, on peut remarquer le raffinement des détails qui constituent la couronne. Les épis de blé doré, les raisins, les grenades et les magnifiques prunes, dont la couleur bleue, composée d'azurite, de céruse et d'une couche rouge, devient dans les zones d'ombre un violet profond. Une fois de plus, le savoir-faire d'Arcimboldo nous étonne, comme il étonnait l'empereur. Pour remercier le peintre, celui-ci l'investit du prestigieux titre de comte palatin. Le bibliothécaire.
le peintre Giovanni Paolo Lomazzo nous apprend que Maximilien II commandait à son ami Arcimboldo de réaliser non seulement les portraits de courtisans ou de personnages importants comme le vice-chancelier, mais aussi de son médecin, de son jardinier, de son cuisinier ou de son bibliothécaire. Ce dernier, vu de trois quarts, apparaît derrière un rideau levé comme une marionnette sur la scène d'un petit théâtre. Il est fait uniquement de livres qui, empilés adroitement, constituent un buste et un visage légèrement moins anthropomorphes que dans les autres tableaux. C'est peut-être parce que ici les objets, c'est-à-dire les livres, symbolisent aussi bien le bibliothécaire que la bibliothèque. Il faut savoir que depuis très jeune, Maximilien II rêvait de créer une riche bibliothèque pour compléter son projet de Kunst und Wunderkammer, son cabinet d'art et de curiosités. La composition d'Arcimboldo rend hommage à cette entreprise dont le bibliothécaire Wolfgang Lazius, un collectionneur savant de l'entourage de l'empereur, fut l'exécuteur. Avec beaucoup d'ironie, le visage de ce personnage est surmonté d'un livre ouvert dont les pages en éventail ont l'aspect d'une chevelure ébouriffée. Deux clés constituent ses yeux, et les queues de martre, dont on se servait pour épousseter les reliures précieuses, correspondent à sa longue barbe et aux moustaches. Les signets qui s'échappent du livre, constituant l'avant-bras, deviennent des doigts très plats. Les trouvailles d'Arcimboldo se multiplient, et pour lire sa signature, on n'a plus besoin de mettre des lunettes, car ici, elle est inscrite dans la composition. De loin, la construction pyramidale évoque avec orgueil un grand A majuscule, l'initiale de son nom, éloge ludique de son artifice.